US, on switch après sur les cryptos, sachant que ce sera très intéressant ce qui s'est quand même passé sur les cryptos, notamment sur le BTC. Je pense que tout le monde l'a vu avec la capacité que le BTC a eu d'encaisser la chute. Donc ça, on en reparlera. Mais US, pas mal de choses. Je pense equity, les taux longs. Quoi d'autre? Equity, taux long, WTI, l'or aussi, enfin le pétrole, l'or. Je pense qu'il y a pas mal de choses à regarder. On va commencer equity. Donc equity, déjà, ce qui s'est passé depuis le 6, donc ça, on a vu, pour remettre un peu dans le contexte. Élection américaine, giga bullish, on monte sur des marchés financiers sur des records de valorisation, 6000 points qui correspondaient à presque un S&P à 23 fois ses forward earnings, donc ses bénéfices futurs, donc un range, un marché extrêmement, alors on va éviter la pub, un marché extrêmement valorisé, extrêmement cher. On était dans le top 10% quartile, je pense, en termes de valorisation. Ça arrivait que à l'époque des 2000. Bon, j'ai qu'un historique de 85 à 2025, mais je pense même avant 85, on n'est jamais monté sur des forward earnings aussi élevés. À part effectivement toute la période Covid. Bon, la Covid, on a fait un V-bottom, ce qui fait que forcément... on a eu un peu le V-bottom du quantitative easing, et surtout les attentes étaient nettement inférieures. C'est pour ça qu'on est vite passé de 15 à rapidement 20-25. Mais là, du coup, 2022, on a dip sur le 15, on a remonté après, avec forcément l'inflation qui commençait à se résorber, la Fed qui baissait les taux, l'IA qui va révolutionner le monde. On a remonté rapidement au niveau des 6000, donc 23 fois les bénéfices futurs. Et à ce moment-là, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur parce que le marché est valorisé extrêmement fort. Donc on s'attend à une croissance. La croissance doit être au rendez-vous. Si elle ne l'est pas, ça craint. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, on a eu l'impulsion de l'économie américaine grâce à la nomination de Trump, parce que Trump voulait faire baisser, était pro-business sur le papier, baisser tout ce qui était imposition, donc forcément augmenter les marges de toutes les sociétés. Ça devait être un peu l'âge d'or américain au niveau corporate. On a eu un contre-pied total. Là, on s'attendait à une croissance très forte. On a été surpris par des décisions qui étaient, après on pourra en reparler, mais qui étaient quand même... Trump avait dit qu'il voulait clairement faire justement penser à des tarifs même depuis quand il faisait sa campagne politique. Et une fois arrivé au pouvoir, ça n'a pas manqué, il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Faire un peu la guéguerre aux différents pays pour éviter que les États-Unis, entre guillemets, continuent de se faire extorquer. À savoir que eux ils consomment et du coup ils achètent à tous les pays au monde, mais tous les pays au monde n'achètent pas américains. Du coup il est pas content. Donc il met en place les tarifs. Donc au lieu que les US s'amusent à acheter donc les US qui sont du coup pour faire une analogie, qui sont clairement 80% des consommateurs dans le monde en termes de pouvoir d'achat, en termes de capacité d'achat. Ils achètent tout sauf américain. Donc tout ce qui va être production d'iPhone, les iPhones c'est américain, mais les iPhones sont produits autre part qu'aux États-Unis. Donc forcément, les États-Unis achètent énormément à l'Inde, ils achètent énormément à la Chine, parce que tout est produit là-bas, et ces objets produits sont consommés aux US. Problème étant, forcément, il y a une disproportion. Les États-Unis est un pays de consommation, ne produit plus, et la Chine est un pays de production, elle ne consomme plus. Bon, la Chine n'a jamais vraiment consommé non plus. Et l'Europe, on va dire, on est entre les deux. On est plus le danon de la farce qu'autre chose, mais on a le mérite d'exister. Ce qui fait que Trump, pour éviter que son pays soit juste un pays de consommation, il veut que les entreprises reproduisent aux US. Pour ça, le meilleur moyen, c'est faire une guerre commerciale, enfin plutôt pas vraiment une guerre commerciale, mais mettre en place des tarifs douaniers.
qui font que si une entreprise produit en dehors des États-Unis, elle paiera une commission quand elle voudra ramener son produit aux US. Forcément, les entreprises, ça bouffe leur marge. Donc leur seule solution, c'est de relocaliser leurs usines d'iPhone, pour citer iPhone, aux US. Maintenant, problème étant, typiquement Apple est un bon exemple. C'est, je pense, une des méga caps qui avait le plus chuté. On va virer tous les gribouillis. C'était pas ça que je voulais faire. Virer tous les gribouillis. Hop. C'était une des qui a été plus impactée. Elle a fait rapidement moins 35, moins 40. Pourquoi ? Parce que on sait que 100% de la production d'iPhone est en dehors des États-Unis. Donc si déjà là, ils doivent du jour au lendemain appliquer des tarifs, ton iPhone qui coûtait 200 € de production en Chine, qu'ils le vendaient à 1000 euros aux US, là il va coûter potentiellement 400 avec les tarifs. Et la question, c'est tu le vends à combien au client? Est-ce que tu continues de le vendre à 1000? Mais dans ces cas-là, c'est la compagnie qui absorbe les coûts, donc tes marges vont baisser. Forcément, tu vendais entre 200 et tu faisais un spread entre 200 et 1000. Là, tu fais un spread entre 400 et 1000. Forcément, ça bouffe tes marges. Donc, très mauvais pour les entreprises. Ou alors, tu augmentes le coût de ton produit, enfin le prix de ton produit. Donc, au lieu de le vendre à 1000, tu le vends à 1004, 1005. Mais le problème, tu as le risque que le consommateur ne peut absolument plus suivre. Ce qui fait que l'un dans l'autre, la croissance que tu avais précédemment, qui était aussi grâce au fait que tu avais délocalisé en Chine, en Inde ou dans les autres pays, pour avoir une main-d'œuvre pas chère, fait que tu te retrouves maintenant à devoir produire beaucoup plus cher et donc impacter tes marges et donc impacter ta croissance. Et comme je dis, les US sont valorisés beaucoup plus que n'importe quel indice dans le monde parce que ils ont une chose, c'est un peuple qui consomme et qui apporte de la croissance. Un marché qui croît extrêmement fort. C'est le marché le plus valorisé avec l'Inde. L'Inde a forcément une croissance encore plus forte que les US. Bon, mais c'est un pays émergent. Beaucoup de risques, surtout le risque de la monétaire aussi qui est là-bas. Donc c'est un peu un pays, on va dire, si on le met sur le côté. Mais les US, on va dire dans l'Occident, dans les pays first rate pays, c'est le meilleur pays au monde pour investir parce que déjà les marchés financiers sont les plus développés et il y a une population extrêmement propice à acheter, consommer. Maintenant, si effectivement ton marché est extrêmement valorisé, comme je le disais à l'époque, tu te retrouves, parce qu'on sait que la croissance va être forte, on sait que les gens vont consommer, du jour au lendemain, sur un claquement de doigts, on a Trump qui arrive sur scène avec son tableau digne fait sur Canva, parce que j'utilise beaucoup Canva en ce moment, mais fait ses slides PowerPoint devant le monde entier, en disant ce pays on va mettre 70, ce pays on va mettre 120. Si vous contrez ces tarifs-là, on va doubler ces tarifs, et il le fait. Forcément, on passe d'une économie qui est propice à la croissance à une économie où la croissance risque de s'effondrer. Donc récession et compagnie. Et donc, comme je vous dis, les marchés détestent justement ce sentiment ils pressent une croissance stable, forte sur le long terme, d'un coup, d'un revirement de doigt d'une personne, d'une administration, on n'en va plus du tout avoir de croissance, on va partir plus vers une récession. Et le résultat était que les US perdent très rapidement plus de 20%. Et encore, on aurait pu faire pire si on va dire les tarifs étaient, si maintenant on va dire un peu cette pression-là. Mais c'est comme tout, c'est comme une compagnie, vous l'achetez, elle coûte 60 fois ses bénéfices parce qu'il y a que 50% de croissance. Si demain on veut dire en fait il n'y a plus que 5% de croissance, l'entreprise va faire moins 50% en bourse. Et donc c'est pareil, c'est un jeu entre les attentes de ce qu'on est prêt à payer et de ce qu'on pense qu'on va avoir. Du jour au lendemain, on pensait avoir payé ça, donc on le payait assez cher, les US se payaient cher, forcément un pays qui va se mettre à potentiellement plus avoir de croissance pendant un petit moment. Donc ça spook de façon très forte les marchés. Donc chute de moins 20%, donc le VIX explose à la hausse, insécurité totale, du coup l'or monte, donc ça on le verra plus tard.
Et maintenant, on est entre guillemets au milieu, on a le cul entre deux chaises. Forcément, toute cette baisse a été catalysée. Hein, c'est un catalyseur, c'est pas, je sais pas, une banque qui a fait faillite, c'est pas un croissance, c'est pas un pays qui est dans la merde. C'est 100% catalysé par le changement du commerce mondial, parce que les US ne veulent plus consommer, ne veulent plus autant consommer à l'extérieur. Ils veulent que justement les pays reconsomment plus vers les US. Donc ça a catalysé une baisse de moins 20% sur les marchés. Mais maintenant, à l'heure actuelle, on a eu le rebond, je pense que vous avez suivi aussi. Déjà, il a coupé les tarifs, il a remis à 10% tous les tarifs des pays, à part la Chine, effectivement, parce que la Chine, il y a le gros combat à l'heure actuelle, où eux, ils ont pour l'instant 130% de tarifs douaniers. Et forcément, la Chine, c'est un gros client des États-Unis. Je pense que c'est le plus gros, hein, ça doit être de l'ordre de 30-40% facile. Ce qui fait que forcément, on a rebondi parce qu'on sait que les tarifs vont pas tarder à sauter, que les deals vont arriver. Maintenant, on est toujours le cul entre les deux chaises parce que le problème avec la Chine est toujours pas résolu, donc les tarifs sont toujours en place. Et surtout, il y a absolument plus de marge de manœuvre. La Chine n'a absolument pas cédé au terrorisme tarifaire des États-Unis. Maintenant que les US commencent à faire machine arrière, la Chine est en mode pourquoi je vais m'amuser à faire un deal avec les US, sachant que pour l'instant ils maintiennent les 130% de tarifs douaniers. Donc ils sont en mode on négocie pas avec ce qu'ils ont dit aujourd'hui, on négocie pas avec entre guillemets avec les terroristes, qu'ils baissent de 130%, qu'ils coupent les tarifs douaniers envers la Chine, et là on va pouvoir négocier. Donc la Chine a totalement la main sur les discussions, ce qui fait que on n'est pas sorti de l'auberge. Là on est forcément quand même beaucoup mieux qu'on a pu l'être, je sais pas, hein, quand on a eu le speech à l'époque, ou même quand on était à 4800, parce qu'effectivement les tarifs ont été levés sur une grosse partie, mais on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'on est totalement bloqué avec le trade entre la Chine et les États-Unis. En fait, c'est un combat d'ego. C'est que les US ne veulent pas céder, même s'ils sont en train de céder. Et la Chine a très bien compris que les US vont céder, donc ils vont pas s'amuser à baisser leurs pantalons et à faire ce que les US veulent qu'ils fassent. Donc, de ce parti-là, en fait, on a un peu pas un cul-de-sac, je dirais, mais il doit y avoir une vraie conviction des US de ok, on coupe les tarifs, on va négocier, et ça forcément ça fait perdre la face complètement à l'administration américaine et encore plus à Trump. Trump a voulu faire main forte, a voulu faire all-in pour faire fold la Chine, et elle n'a absolument pas craqué. Donc maintenant il se retrouve avec des mauvaises cartes dans la main, et il est obligé de continuer à jouer jusqu'à ce que la Chine souhaite arrêter. Donc c'est un peu, on va dire, le narratif. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou autres, je couvre pas forcément tout, mais c'est sûr qu'on a un problème les US doivent dire ok, on arrête nos conneries, on coupe les tarifs, on veut faire un pacte. C'est ce qu'attend la Chine, et les US ne risquent pas non plus de le faire demain. Mais en même temps c'est très compliqué de se dire que les US vont pas le faire. Je veux dire, à chaque fois on pensait qu'ils allaient faire quelque chose, ils font l'inverse. Je pensais qu'ils allaient maintenir maintenir un peu plus fortement leurs tarifs, et ils ont totalement arrêté, en tout cas au niveau de l'Europe, et ils sont prêts au niveau de la Chine. Donc on voit, ils sont arrivés avec des très très fortes convictions, le marché l'a cru totalement, mais en fait ils sont en train de faire machine arrière parce qu'effectivement il y a des problèmes sous-jacents, qui est un déconfort mondial des pays envers les États-Unis et envers le dollar. Typiquement, on a vu, pour aller sur le dollar, on a vu une chute très forte du dollar, qui a dû impacter plus ou moins vos portefeuilles, en fonction de s'ils étaient... tiens, c'est marrant, j'avais fait les trades où je pensais que le dollar y allait, etc.
et ça a parfaitement fait le taf. Maintenant, on va retirer ces drawings. Et on a eu forcément, pendant les deux semaines, S&P, hop, les US qui chutent, le dollar qui chute fortement, et on a eu aussi le vrai problème qui a forcé pour moi la main, que ce soit du secrétaire au Trésor américain Bessent ou de Trump, les taux. Comme je vous dis, les taux dirigent le monde. Tout est calculé à base tout le secteur obligataire est basé sur les taux, la croissance est basée sur les taux font tout, parce que les taux représentent l'argent. L'argent n'est que de la dette maintenant. Donc depuis qu'on a coupé les accords de je sais même plus c'est quoi les acteurs de les accords de Milton Friedman, mais c'est pas les acteurs, c'est pas ce nom-là. Mais l'argent est de la dette, la croissance est de la dette. La croissance, maintenant, on le fait avec de la dette. Ce qui fait que plus les taux sont élevés, plus c'est compliqué d'avoir de la croissance. Et donc, il y a une vraie volonté, que ce soit de nous, gens lambda, quand on veut acheter des maisons, on veut les taux les plus faibles, ou que ce soit les pays, comme la France, comme les États-Unis, qui veulent des taux longs, même courts, le plus bas possible, afin de pouvoir s'endetter et faire rouler leur dette. Donc ça, on va expliquer. Donc les Américains s'endettent, et même tous les pays s'endettent depuis 50 ans. Maintenant, on arrive sur des niveaux records, et cette dette, on la paye souvent avec de la nouvelle dette, et si la nouvelle dette a un taux d'intérêt supérieur à l'ancienne dette, et forcément, on passe d'un poids qui était peut-être de 100 kg à un poids de 110, 120, 130, parce que plus on va rouler la dette, plus les taux d'intérêt, ça se trouve, le taux d'intérêt sera élevé, et donc ça accumule, on va dire, du poids sur le pays. Et là après, tu vas dans ce qu'on appelle une dette spirale, et pour t'en sortir, good luck. Bretton Woods, yes Nash, merci. Donc ça, c'était un peu le TLDR. Si je peux dire que c'est un TLDR, même si ça m'a pris 20 minutes d'explication. Non, le vrai problème, effectivement, qui a fait pour moi complètement abandonner la politique vraiment agressive des Américains, c'était les taux. Les taux, normalement, les currencies, enfin les monnaies suivent les taux. Quand les taux montent, quand les taux montent, typiquement, ça pousse les monnaies assujetties à ces taux obligataires-là de monter forcément. Quand on avait des taux américains à 4%, 3 à 4 et que ça montait, et qu'en Europe, typiquement, on avait des taux à 1, 2%, les gens préféraient acheter des taux américains plutôt que mettre leur argent sur des taux français. Parce que la rentabilité est meilleure et la sécurité en soi est meilleure. Donc on a toujours dans les économies occidentales justement cette corrélation entre les taux et les currencies. Problème étant, depuis comme je vous dis, le but de toute la manœuvre des tarifs, etc., c'était de spook les marchés, spook la croissance et faire chuter les taux d'intérêt. Le problème étant, c'est que on avait le résultat de les marchés chutent, donc en soi ça c'est pas vraiment un problème, mais c'est plus les taux montaient. On a eu des taux qui se sont mis à monter fortement avec une monnaie qui chutait, donc ils perdent du pouvoir d'achat et en plus ça leur coûte plus cher de financer leur dette. Et ça, c'est typiquement une corrélation qu'on a dans les pays qui n'ont absolument pas de contrôle monétaire, qui ont une vraie faiblesse sur leur contrôle de leur currency. Donc, c'est les pays émergents. Sauf que là, on ne parle pas des pays émergents, on parle de la plus grosse puissance mondiale, on parle de la plus grande puissance mondiale. Et ça, typiquement, ça a envoyé un gros signal à Trump et à toute son administration en mode ça se trouve on est en train de faire une grosse connerie, ça marche absolument pas, il faut faire machine arrière. Donc ils ont fait machine arrière, les marchés ont rebondi. Maintenant, est-ce que c'est fini? Ça, c'est la grande question.
déjà forcément, ça spook les marchés, ça spook les consommateurs, ça spook les investisseurs, ça spook les autres les autres pays envers les États-Unis. Et c'est pas fini, hein. Et donc on a un rebond. On a rebondi. Qu'est-ce qu'on a rebondi? On a rebondi 50%. Et la question maintenant, c'est est-ce que c'est fini? Et on retourne faire des ATH. Vous avez 2 heures pour me dire votre avis. Et je vais vous dire le mien, qui n'est absolument pas... je vais boire avant de dire des bêtises. Oui, mon avis qui est n'est absolument pas tranché. C'est clairement une situation extrêmement compliquée. Ça va être une des situations les plus compliquées qu'on a pu avoir sur les marchés financiers en termes d'annonces, parce que c'est totalement catalysé. C'est pas un problème de croissance à cause des taux qu'on a pu avoir et de l'inflation qu'on a pu avoir en 2021, 2022. Le Covid qui était un one-time thing, après quantitative easing et c'est remonté etc. C'est à 100% catalysé cette baisse, et donc pour moi le bottom sera 100% catalysé aussi. Donc est-ce que les catalyseurs qu'on a eu aussi pendant les dernières semaines, qui ont été de ok on retire les tarifs, Trump dit ouais les marchés sont remontés, donc Trump s'est remis à faire des commentaires sur les marchés en mode ouais super le rebond on adore, ce qu'il ne faisait pas depuis le début de son mandat, mais ce qu'il kiffait faire pendant son premier mandat. Donc il s'est remis à parler des marchés financiers et tout, ce qui indique quand même que potentiellement l'administration se réintéresse plus fortement aux réactions sur les marchés financiers et notamment au marché actions. Et forcément c'est difficile d'être bearish quant à l'administration qui va tout faire pour faire monter les marchés financiers. Maintenant, l'opinion de l'autre côté, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge, qui est de 1, on a toujours les problèmes tarifaires. Comme je vous dis, ça va être pas une poignée de fer, mais un bras de fer entre les US et la Chine. Lequel va se plier en premier? C'est clairement pas la Chine pour moi. Donc les US vont devoir se plier. Est-ce qu'ils vont le faire et perdre complètement leur face? Je pense qu'ils le feront à terme. La question c'est combien de temps ils vont mettre, et s'ils mettent trop de temps. Si on s'amuse, parce que là en soi les résultats commencent à pop des différentes entreprises, ça va encore. Forcément, ce qui revient le plus pendant les comités avec les comités avec les analystes, etc., ou les commentaires, pardon, c'est que on n'a pas de visibilité et forcément on sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc ça c'est déjà c'est extrêmement compliqué pour les entreprises. Donc là leurs quarters sont en train de se finir. En soi, les tarifs c'était ultra récent, ça n'a pas impacté encore leurs résultats. Mais dans un monde où tu as une entreprise qui n'a pas fait de stock aux États-Unis, typiquement, je sais pas, Apple a un stock aux États-Unis d'iPhone, même ils sont amusés à remplir des centaines, j'abuse peut-être, mais en tout cas des dizaines d'avions bourrés d'iPhone avant que les tarifs soient mis en place, afin justement de ne pas payer de tarifs. Donc toutes les entreprises qui ont des entrepôts, qui ont du stock à écouler pendant cette période d'incertitude, à savoir on paye les tarifs encore et on ne sait pas jusqu'à quand, elles vont potentiellement bien se débrouiller, mais dès qu'une entreprise n'aura plus de stock, ou une entreprise qui n'a même pas de stock à l'heure actuelle, ils sont dans le caca, parce que forcément à l'heure actuelle tout ce qu'ils importent de la Chine, il y a des tarifs dessus, donc ça coûte plus cher, donc moins de marge, donc moins de croissance, et ça se verra réellement que dans les prochaines semaines, prochains mois. Forcément plus c'est même pas cette incertitude, parce que pour l'instant la certitude il y a 135% de tarifs en vigueur. Donc tant qu'il y en ait 135, ou même s'ils rebaissent à 65, c'est monstrueux 65. Donc tant qu'ils maintiennent justement ce niveau de tarifaire aussi élevé, c'est extrêmement compliqué de s'attendre à de la croissance au Q2, Q3, Q4. Donc, mais ça, c'est comme je vous dis, si demain on les annule, hop, c'est terminé, on peut retourner aux ATH. Maintenant,
c'est pas le cas, c'est encore en vigueur, ça n'a pas impacté encore réellement dans les earnings des sociétés, mais plus on met de temps à résoudre ce souci-là, plus on risque de plonger fortement sur le S&P, parce qu'on risque de décevoir fortement en termes de croissance, et comme je vous dis, quand on paye à l'heure actuelle, même avec le -20, là on est remonté à la moitié, on reste sur un niveau de valorisation à 20 fois la croissance. À 20 fois la croissance, on s'attend à un niveau de croissance. Si on l'a pas, eh ben on va continuer à vomir. Donc si vous êtes perdu au niveau de pondération en portefeuille, que faire quoi, malheureusement je ne pourrais pas vous dire de là faut acheter, là faut vendre. Ce qui est sûr, c'est que forcément si vous faites du DCA à long terme, je veux dire, c'est pas une question à poser de est-ce qu'on achète ou pas, c'est vous continuez votre DCA. Je veux dire, il y a rien. Structurellement, pour moi, les États-Unis seront toujours les premiers. Après, je sais pas, pendant 50, 60 ans, je sais pas combien de décennies, mais en tout cas, les 30 prochaines années, pour moi, il n'y a aucun doute. Maintenant, effectivement, on peut être sur une administration qui va poser des soucis pendant 3, 4, 5 ans, mais une fois terminé, ce sera une nouvelle administration qui fera sûrement moins de merde ou moins de volatilité due à ça. Et il peut lâcher son objectif de baisser les taux pour sa dette si vite. Je dis dévaluation du dollar et estompe les actions. Après, effectivement, il y a aussi tout le côté de la Fed. Je n'en ai pas encore parlé. Mais pour revenir vite fait dans un monde où on n'a plus de croissance, donc les tarifs, le monde classique, rien ne bouge pendant les 3-4 prochains mois. Forcément, les entreprises vont faire moins de marge, même s'ils vont impacter, ils vont répartir les coûts du tarif douanier sur les consommateurs en augmentant les prix, et donc l'inflation va augmenter. Donc on va se retrouver dans un monde de les gens vont moins consommer parce que ça coûte trop cher, donc point de croissance. Les taux, l'inflation va monter parce que effectivement, tout va coûter plus cher à cause des tarifs. Donc la Fed va devoir potentiellement monter ses taux. Et ces entreprises font moins de croissance, moins de bénéfices, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont licencier. Donc hausse du nombre de sans-emploi. Et donc forcément, tout le cocktail Molotov d'une grosse récession ou une giga-stagflation. Ça, forcément, l'un dans l'autre, c'est absolument pas forcément bullish pour les marchés actions. Mais comme je vous dis, en fait, le problème dans lequel on se situe, c'est que demain, Trump il tweet en mode on coupe les tarifs et on se prend 5%, 5-6% dans la vue et on aura sûrement bottom. Donc c'est normal déjà que le marché réagit avec une volatilité pareille parce qu'il est autant perdu que nous. Parce que les marchés financiers sont toujours forward looking, ils regardent vers l'avenir. Le problème c'est que l'avenir c'est un tweet de Trump à 3h du mat potentiellement. Donc forcément la visibilité est totalement nulle. Voilà. Moi personnellement, en soi, on va reparler des cryptos. Donc pour les cryptos, en tout cas, j'ai toujours pas. On parlera des plans des cryptos. Mais au sujet de est-ce que je change mes DCA ou autre? Non. Quand j'ai vu qu'on a fait -20 aux US, j'ai dit à ceux avec qui je gère un peu le compte ou je leur dis quoi faire sur le PEA, de renforcer peut-être un peu plus fortement le S&P parce que acheter après un -20, c'est toujours plus intéressant que d'acheter un ATH. Mais d'être prêt potentiellement à continuer d'acheter parce que ça risque de chuter. Donc pour ceux à long terme, pour moi ça reste des opportunités d'entrée, mais à court terme j'en ai pas la moindre idée d'où on va aller. Ce qui est sûr effectivement, c'est que même dans un bear market on allait rebondir, même en 2000, même en 2008 quand c'était l'Armageddon, on chutait, on faisait des rebonds de 10-15%. Donc on peut très bien rebondir, aller rechercher la résistance et la Vegas au niveau des 5006 et repartir de l'autre côté. C'est pas le rebond où tu as l'impression putain j'ai raté le bottom, c'est fini et tout, que c'est vraiment le bottom. C'est normal qu'on rebondisse. Ça on tombe pas en ligne droite. Sauf pendant le Covid où effectivement là on est tombé littéralement en ligne droite parce que on est quand même tombé en ligne droite, mais comme je vous dis c'était JK catalysé. Avec le Covid c'était pas un tweet de Trump qui allait changer la moindre des choses quoi.
Et puis après, il y a le quantitative easing et le quoi qu'il en coûte qui fait que les marchés ont V-bottom. Mais si demain on me dit la Fed arrive, ok, quoi qu'il en coûte, on fait du QE, etc., je serai le premier à racheter en masse. Parce que effectivement, à la fin, si la Fed te dit j'achète le marché, je veux dire, faut poser son cerveau. Hein. Donc voilà, cul entre les deux chaises. On va bientôt arriver sur un niveau de résistance des 5006, 5007. La chute a été catalysée, le rebond a été catalysé, l'entre-deux sera sûrement catalysé. Je veux dire, c'est tout. Hein. Je veux dire, faut pas se mettre en travers, on va dire, de ce train. Des questions. Il peut lâcher son objectif de baisser les taux pour sa dette si vite. En fait, le problème, c'est que même s'il y a un problème sur les... en fait, il y a trop... Enfin, il y a... Si les taux... Si on rentre dans le modèle de... On aurait continué les 100... Bon, tu me dis, on est toujours dans les 150%. Mais on va dire qu'ils s'entêtent encore plus et continuent. Il a toujours pas baissé les tarifs sur les autres pays. Et donc, le dollar chute, les taux montent. Et donc là, t'es en mode, c'est la merde. C'est la merde et la Fed doit intervenir. Baisser les taux ne changera absolument pas au taux long terme. Comme je vous ai déjà expliqué, la Fed contrôle les taux à court terme. Donc la Fed, elle baisse les taux courts, mais les taux longs, elle ne les contrôle pas. La seule manière de contrôler les taux à long terme, c'est de faire du quantitative easing. Donc là, c'est la Fed qui rentre sur le marché obligataire et qui achète elle-même la dette américaine long terme. Sachant qu'à l'heure actuelle, ils font l'inverse. Hein. Ils font du quantitative tightening. Hein. Même s'ils ont réduit justement leur quantitative tightening, ce qui est de eux, c'est eux-mêmes vendent leur dette sur le marché américain pour s'en débarrasser, pour alléger le bilan de la Fed, parce que ils ont step in quand il fallait besoin, et maintenant il faut step out quand il n'y a pas de souci. Donc si dans le scénario où ça continue d'être la merde au niveau des taux longs, oui, la Fed interviendrait et achèterait massivement les taux longs afin de les faire chuter. Ça, c'est sûr et certain. Et parce que c'est la stabilité, ils peuvent pas se permettre d'avoir des taux qui explosent à la hausse. Et ce qu'on appelle un peu, je sais pas si c'est exactement la même chose, mais ce qu'on appelle du yield control. C'est ce que fait beaucoup le Japon en disant le 20 ans, c'est du 4%, et quoi qu'il en coûte, on va défendre les 4%. C'est-à-dire que si le marché monte à 4,2, la Fed va acheter des obligations, et quand tu as beaucoup d'acheteurs sur une obligation, ça fait baisser le taux. Et donc la Fed fera tout pour acheter et maintenir les 4%. Pour rouler la dette, c'est des taux longs. Ça peut être des deux. Malheureusement, Yellen a été très stupide. Enfin après, je sais pas si c'était vraiment sa faute ou autre. Mais pour financer toutes les conneries qu'ils ont fait pendant l'ère Biden, qui est de 5-6% de dette sur PIB tous les ans, ils prenaient beaucoup de dettes à court terme. Problème étant, c'est qu'ils empruntaient à 0, 1, 2%. Spoiler alert, maintenant même les taux à court terme ils sont à 3 et quelques, et je te parle pas les taux longs qui sont à 5%. Et cette dette là, vu c'est une dette à court terme, forcément tu es obligé de la rouler tout de suite, quoi. Donc tu peux la rouler tout de suite en reprenant des taux à court terme, mais pour ça il faut que la Fed baisse les taux pour que ce soit intéressant quand même. Mais oui, normalement les États-Unis se financent avec, ils prennent de la dette longue, si je dis pas de bêtises. Et d'où le quantitative easing. Et donc effectivement, quand on a un quantitative easing, c'est la dette qui chute, les taux qui chutent, les monnaies souvent qui chutent avec, et les actions qui stonkent. Donc ça, c'est forcément, on va dire, le combo miracle de Youpi, le bull run. Le problème étant, c'est que ça reste quand même, on endette plus fortement le pays, quoi. Ça, c'est autre chose. Alright. Donc récession, alors notre récession, si les trucs sont maintenus, il y a un marché qui te dit ça pue du cul, et c'était le pétrole. Le pétrole, je pense que vous vous rappelez, ce support-là, on l'a dessiné. D'ailleurs, je suis un peu déçu que j'avais retiré mes dessins en mode... Ah voilà.
Putain, tu vois comme quoi c'est vraiment c'est vraiment le dessin qu'on sort depuis maintenant 3 ans, qui est good not good. Donc le prix du pétrole entre 90 et 70, c'est good, c'est pas trop cher et ça montre qu'il y a de la demande. Pour les mettants, si on commence à casser en dessous des 65, tu te dis que c'est le moment où plus personne n'est obligé d'acheter du pétrole. Pourquoi? Parce que l'économie, comme je vous dis, le pétrole, on va dire, c'est le sang, c'est le sang de l'économie. Et donc là, typiquement, c'est-à-dire que l'économie ralentit, on a besoin de moins de sang. Et forcément, ça flash des signaux en mode récession. Et donc ça, évidemment, avec la grosse chute des marchés financiers qu'on a cru qu'on allait speedrun une récession, le WTI a souffert. On a perdu rapidement 15-20% sur le WTI. Et on n'a toujours pas récupéré la zone. Mais justement, la question, c'est est-ce qu'on a fait un point en bas là et l'économie repart? Ça, c'est la grande question. Et le BTC, le BTC, je vais en parler juste après, je finis rapidement. C'est quoi ça? IX What? C'est la crypto tweet. Ok, c'est une crypto à la con. Et pendant ce temps-là, qui est-ce qui moon? Nous on est là avec notre Bitcoin en mode les boomers avec leur or, on le sème, mais la réalité c'est qu'ils performent sacrément bien depuis le shit show. Et la question, pourquoi l'or moon alors que les US chutent à mort? Vous avez 1 minute, le temps que je vais recharger ma bouteille d'eau. Alright, pardon. Du coup, l'or grand gagnant justement des tarifs, qui est de déjà ça sell off un petit peu effectivement. Là où ça a vraiment cassé là, donc on le voit en violet. Je vais diriger ça. En violet, c'est vraiment quand le S&P a chuté très fortement, hein, donc ça c'était vraiment la dernière jambe baissière. Tous les assets ont sold, donc ça je veux dire c'est classique, sauf BTC, donc ça on en reparlera après, ce qui est extrêmement intéressant. Mais derrière, on est dans l'insécurité totale. À l'heure actuelle, la dette américaine, on a des doutes dessus parce que plus personne n'a envie de l'acheter. Ce qui fait que, comme je vous dis, les taux sont montés là où le dollar a chuté. Donc, changement d'ordre mondiaux, oui, non, on n'en sait rien. Mais insécurité totale. Et donc, justement, l'actif
quand on ne sait plus où foutre son argent, quand il y a trop de risques partout, forcément l'or. L'or a extrêmement bien joué son rôle. On a beau critiquer le truc, ça fait une performance vraiment impressionnante depuis le Covid. À savoir, on a fait plus de x2, hein, et puis c'est de l'or, hein, c'est pas, on est censé réserve de valeur, hein, c'est pas censé être un Bitcoin, c'est la réserve de valeur. Et bah, ça a performé et ça a joué son rôle à merveille. Et donc on le voit, hein, US ça flanche parce qu'on sait pas où foutre les pieds, WTI ça flanche parce que récession potentiellement. Et l'or monte, montrant que les capitaux sont rapatriés sur des actifs et risques off, parce qu'on n'en a pas la moindre idée de ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines, et encore moins demain. Donc, voilà quoi. Je veux dire, le marché ne ment pas, hein, quand on voit ça. Alors je regarde vite fait ce que vous mettez. C'est bon pour les marchés Satrum 2028. Sacré même, putain. En plus, c'est Eric Trump qui dit oh là 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 là. Inflation dollar qui baisse, baisser qui baille. Oui, ça c'est certain. Le pétrole, je me demande dans quelle mesure ce n'est pas un problème d'augmentation de l'offre. Il y a un nouveau joueur qui potentiellement déséquilibre l'offre et la demande avec sa nouvelle raffinerie en Afrique. Alors j'ai absolument pas suivi ça. Je sais pas, la question forcément c'est laquelle puissance de production. Méga raffinerie de 650 000 barils. Je ne me rends pas compte combien c'est. Mais effectivement, de toute façon, augmentation de l'offre et aussi la demande. On a un gros point d'interrogation sur la demande, ce qui fait que le combo des deux fait que ça s'élève, quoi. « 104 millions de barils et eux ils vont faire 150 000. Ouais, donc c'est pas fou, quoi. Bah ouais, c'est 0,5. Après, le marché peut se dire ils peuvent monter leur capacité, tu vois. Mais oui, effectivement, ça peut être un mélange des deux. Mais je pense quand même clairement que c'était la façon dont les marchés ont pricé une récession avec justement en vendant fortement les comos tels que le pétrole. Ok, ça fait 43 minutes de live. Et si on passait pas aux crypto, on va pas se mentir, c'est pas là où il y a eu 100% l'action, mais c'était resté extrêmement intéressant pour autant. Crypto. La crypto, alors, toute seule, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il y a l'intérêt quand on fait justement. Je vais dégager tous les dessins pour l'instant, rien à foutre. Mettre ça, hop. Tac. On fout un peu. Alors attends, je peux mettre le S&P parce que ça ne coûtait pas tout le temps. Wait, un doute. Non, c'est bon. Ah oui, c'est le week-end. Tac. Alors comme tout, les cryptos ont baissé pendant les débuts de l'époque tarifaire. Hein. Donc quand le S&P était à 6000, on est passé rapidement de 6000 à 5100, ce qui est une chute de l'ordre de, comme on a dit, 20%. Typiquement, le même genre de chute qu'on avait fait à l'époque là. Attends, peut-être qu'on va faire l'inverse, ce sera mieux. Ça. Ouais. Quand on avait fait la chute, je sais pas si vous vous rappelez, hein, je pense que si vous êtes encore là, vous en rappelez. On avait fait tranquille, hein, un petit moins 26 sur les US. Récession, augmentation des taux, oh mon Dieu, on va mourir. Et là, pareil, on a fait moins 21. On a eu un BTC et on a fait moins 21 de façon extrêmement violente. Hein. Et on a eu un BTC qui est passé de 66 à 16 000, hein, donc divisé par 4, facile.
à un monde où le S&P a fait moins 20 et le BTC il a fait quoi? On est passé de quoi? De 100 000 à 70 000 à la limite, 75 000, qui fait quoi? L'ordre de allez, 25-30% max. Ce qui est impressionnant. On a eu un bêta similaire entre le S&P et le BTC dans une période extrêmement compliquée où potentiellement je ne vais pas dire qu'il y a eu un renversement dans l'ordre mondial du commerce, mais on n'en est pas loin. Ce qui a montré la résilience extrêmement forte du BTC que je n'aurais pas forcément parié dessus. Mais elle est là. Elle est là, on est dans un monde où le S&P sell-off parce que c'est la merde au niveau du dollar et tout, et le BTC tient. Et quand le S&P a rebondi parce que ça allait mieux au niveau des tarifaires, le S&P a remonté. Il a bien tenu et en plus il a bien rebondi quand les US ont rebondi. Ce qui fait que dans un scénario baissier, le BTC monte et dans un scénario haussier, le BTC continue à monter. Donc ça montre relativement assez directement la force de cet actif pendant cette période. Je parle pas des autres crypto-actifs ou autres où forcément ils ont eu des gros drawdowns pour X ou Y raison. Je parle essentiellement du BTC. Hop, je remets le chat là. Et donc ça donne une indication. Ça donne une indication de on sait absolument pas où on fout les pieds aux États-Unis. Pour autant, le BTC n'est absolument pas vendu comme les autres assets. Il réagit plus comme l'or. Bon, l'or enchaîne les ATH. On n'est pas non plus sur un enchaînement d'ATH. Mais on a une vraie résilience du BTC dans ce contexte économique à l'heure actuelle, qui est d'un risque de guerre commerciale, de safe haven, qui est le BTC. Est-ce que le dollar va perdre entre guillemets sa catégorisation de réserve currency mondiale? Je ne pense pas que c'est absolument le cas. Mais là où le marché a peur, il montre que le BTC a servi en tout cas de valeur tampon pendant justement ces soucis-là. Et encore plus, pendant que les soucis ont disparu avec le rebond du S&P, le BTC a rebondi avec. Donc j'ai envie de dire, je suis extrêmement content d'en avoir en portefeuille, surtout que ça reste quand même forcément une de mes plus grosses lignes en portefeuille. Maintenant, est-ce que ça va continuer? Grande question. En soi, ici, à l'heure actuelle, on avait chuté, mais ici, on était dans un milieu de range. On avait un taux haut ici, on avait un bas de range ici. Et ici, à l'heure actuelle, on fait mumuse en milieu. Et comme par hasard, on est remonté pile. On est retourné pile au niveau d'une zone qui, pour moi, a énormément de sens, qui est forcément, quand vous vous mettez en weekly, c'est une grosse zone, mais je veux dire même en daily, si on veut faire la zone daily, c'est une zone qu'on a traité énormément en décembre 2025, décembre-janvier. On a retapé pendant le break en mars quand on l'a validé. On break, on retape, ce qui confirme le break, et maintenant on le revient le chercher. Et forcément, c'est là où tu avais moins d'ennuis. J'avais moins de soucis de payer un BTC ici. Ça devient très compliqué à vouloir payer un BTC en plein milieu d'un range sur une résistance. Surtout dans une zone où on a un poke de volume extrêmement fort. Donc on sait que la zone ici, qui a valu un renversement baissier quand on a eu le premier retest le 3 mars, et on revient chercher cette zone-là. Et la question de est-ce qu'on passe ou pas? Et ça, les US arrivent sur résistance, comme je vous ai expliqué. Le BTC retourne sur résistance. La question maintenant de qu'est-ce qui va se produire. Quand les gens me disent ok, j'ai pas confiance, je vends mon BTC, je peux tout à fait comprendre. Graphiquement parlant, on a un retour, on a une cohérence avec les US sont sur résistance, le BTC résistance. Pourquoi pas alléger ses positions? Maintenant, il y a aussi le cas où le BTC s'est complètement découplé des indices. Il absorbe beaucoup mieux les périodes baissières historiquement.
Et historiquement, quand on a eu des moins 60%, alors que les US faisaient moins 20, le BTC a fait moins 80. Là, les US font moins 20, le BTC fait moins 30. Je veux dire, j'étais le premier heureux. Hein. Ça m'aurait pas déplu que ça continue de chuter pour en racheter. Hein. Mais en soi, il y a une réalité qui est que le BTC a extrêmement bien absorbé le mouvement baissier. Et on le voit notamment si on fait tac, c'est plutôt l'inverse plutôt. On a un moment où le BTC absorbe, c'est un peu la target que j'avais mis à l'époque, c'est le spread entre le S&P, donc la performance du S&P et celle du BTC. Là où je pensais que c'était un peu cuit, qu'on avait rebreak à l'intérieur avec justement le pullback qu'on a eu du range et le mouvement baissier qui s'en est suivi. J'ai bien fait de ne pas avoir vendu sur ces signaux-là total. Et je m'étais hedgé, d'ailleurs mes hedges ont été coupés. Hein. Parce que j'avais hedgé à l'époque. Le retest. Mais j'ai fini par couper, je sais plus ici, quand j'ai vu que le BTC avait une résilience pareille alors que les US vomissaient totalement. Hein. Et donc ça se manifestait aussi avec cette période où on a reclôturé des weekly dans le précédent range. Mais maintenant on rebondit totalement. La question était, forcément, ça peut être totalement un mouvement de retournement, un mouvement juste de rebond. On se revient derrière, bien sûr. Je veux dire, c'est comme tout, hein, tout est possible. Pour autant, le moment où tous les actifs dans le monde étaient vendus, que c'était la panique, le BTC a résisté. Et ça, forcément, c'est pas anodin. Est-ce que c'est vraiment significatif? Peut-être pas. Peut-être que c'était un one-time thing. Pour autant, la situation était tellement assez inédite que la réaction me semblait quand même avoir sacrément la signification. Quoi. C'est que les gens étaient prêts à vendre absolument tous leurs actifs, sauf le BTC. Ou alors, il y avait beaucoup de gens qui achetaient du BTC par la même occasion, qui du coup a absorbé le flux baissier de ces BTC. Je sais pas si vous avez un avis ou autre, mais en tout cas, dans un monde où on est censé acheter les meilleurs actifs et de vendre les actifs les plus faibles, j'ai plus envie de posséder du BTC que de posséder du S&P pour le moment. Comme je dis, pour autant, ça ne veut pas dire que je vends toutes mes actions et que je me mets sur le S&P. Hein. Mais ça reste quand même, la réaction a été impressionnante. Ça, il faut le noter. Je sais pas si vous avez des questions. Je parle, mais... Hop. Nash qui est de retour sur Baba. On en reparlera un peu de la Chine. Chine est un peu, on va parler un peu à côté du stock picking aussi que j'ai fait. Je sais pas si vous avez tout suivi sur Twitter, mais on en reparlera aussi après. Mais oui, c'est Go to Infinity. Attends, je voulais juste regarder Baba. Merde. Putain, elle a déjà bien rebondi là. Oh là là. Sacré Nash, il va être dans le train et puis moi quoi. Alors, je remets. Tu avais dit que les fonds n'étaient pas sur BTC, donc pas de vente sur BTC. Moi ou Hachoum? Aucune main forte sur le marché, les fast money, les élèves.
Non, mais moi, en fait, je suis pas d'accord avec ça parce qu'en soi, qui est pas des gros fonds, qui est pas de la smart money et tout, à la fin, la réalité, c'est que le marché est censé, quand tout est vendu, tout est vendu. Je dis même en 2014, machin, quand les marchés sont pétés la gueule, le S&P, le BTC s'est pété la gueule. Il n'y a pas besoin de giga smart money pour justement créer des volumes de pression baissière. Euh, donc pour moi, l'argument n'est pas recevable. Pour autant, ça peut être le cas, mais pour moi, je vois une vraie décorrélation qui est significative, qui signifie potentiellement un vrai safe haven en cas de problème avec le dollar. Le BTC, comme l'or, fait office de valeur tampon. Ouais, mais l'or, oui, mais regarde, l'or pour autant, l'or a été vendu quand tout vraiment s'est pété la gueule, là, le 4-5 avril. On a fait moins 8 sur des journées sur le S&P. Tout a été vendu et le BTC était flat. Enfin, c'était impressionnant. Peut-être que c'est juste un one-time thing. On essaie de trouver des narratives pour expliquer le mouvement. Peut-être que il n'y a pas d'explication et juste, c'est le marché. Mais s'il y a une vraie signification, pour moi, à part celle-ci, j'aurais du mal à concevoir autre chose. Mais oui, je pense que c'est super intéressant mais voilà, mais je suis toujours dans le mindset de je vais pas vendre les actifs qui performent bien dans les périodes de crise et acheter des actifs qui performent mal pendant les périodes de crise. C'est l'inverse. Donc je vais pas m'amuser à vendre mon BTC à l'heure actuelle alors qu'il réagit extrêmement bien à la narration, enfin au marché financier à l'heure actuelle. Je serais plus ouvert à vendre, je sais pas, mes actions américaines potentiellement que vendre mon BTC sur cette période-là. Maintenant, on verra ce qu'on aura plus tard. Alright. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je peux vous faire tous les alts. Ça sert à rien, sachant que pour moi le BTC reste le roi. On parlera alt, on parlera shitcoin quand la dominance retournera à 70. Avant ça, ça sert à rien que je fasse un tour des lieux de tous vos shitcoins, Avax, ETH ou compagnie. BTC est roi. Et il le restera encore pour un moment. Est-ce que je te snob? Alors, arrêtez, Nash. Tu n'es pas le seul que je snob, ne t'en fais pas. Mais oui, c'est compliqué la MP. Mais oui. Je suis famous, pas forcément, non, non, et je lis tous vos messages, hein, c'est juste que je réfléchis et je fais autre chose, et du coup, je sais plus ce que je disais, et j'ai plus, je sais plus du coup. Mais donc, n'hésite pas à remettre la question là. Est-ce que si je mettais des stops? Ça dépend les convictions. Si c'est des vraies convictions, non. C'est comme si je n'y crois pas, bien sûr que j'ai des stops, quoi. Si demain, je sais pas, je regardais un peu le silver. Le silver m'intéressait potentiellement. Donc le silver, gros retard par rapport à l'or, hein. Super niveau monthly, bon, que j'ai totalement raté. Mais s'il fallait rentrer, on a un stop. On a un stop et on a une target. On va dire la target, on pourra voir plus tard. Mais il y a quelque chose. Maintenant, tac, tac. Maintenant, est-ce que quand je rentre une portefeuille, je sais pas, sur Twitter où je faisais un truc, je rentre sur Amazon, etc., est-ce que j'ai un stop? Non. Non, non, je n'ai pas stop sur là. Mais c'est pareil. J'ai encore beaucoup de cash à côté. Dieu merci, ça me permettra si on fait moins 50%, je serai en capacité d'acheter.
Je pense que je serais plus ouvert à mettre des stops si j'avais moins de liquidité, quoi. Ça, c'est ça. Enfin, je serais plus ouvert à faire des stops si j'avais moins de liquidité. Parce qu'effectivement, dans le moment où ça chie vraiment dans le plat, j'ai envie d'avoir du cash. Pour l'instant, je n'ai pas de problème à avoir du cash. D'ailleurs, félicitations pour ton succès grandissant sur Twitter. Merci beaucoup, Nalabel. Je sais pas si je peux appeler un succès grandissant, mais ça marche pas trop mal et on va tout faire pour continuer dans ce sens-là. Et merci pour vos messages et likes, etc. que je vois, hein, forcément. J'ai un carnet, ok, lui il m'a bien like, il m'a like combien de fois? Ok, bien, on lui met 2 points. Oh, il m'a fait 2 tweets d'affilée, hop, on lui met 4 points. Et comme ça, celui qui a le plus de points à la fin, non, je rigole. Hein. Celui qui a le plus de points à la fin aura l'autorisation de virer Az de serveur. Voilà. Donc n'hésitez pas à les like. Si vous aimez pas Az, ce sera le moment. Et là, je vais aller sur Twitter et je vais voir, on a liké 400 de mes tweets. Mais ouais. C'est que le début. La Chine. Bah après, moi ça va, j'avais coupé le JD. Bah, typiquement, je m'étais mis un stop. À l'époque, je sais plus, c'était par là. Bah, j'ai bien fait, elle n'a pas rebondi, Baba a rebondi. Marrant d'ailleurs, on remonte, l'autre non. Mais la Chine, ouais, la Chine, je pense que c'est toujours intéressant. La question, c'est pareil, hein, forcément, on est en pleine guerre commerciale. Donc, si les US ne vont pas consommer en Chine, la Chine ne va pas continuer à produire, à embaucher masse de gens pour produire, bah, parce que forcément, personne n'a envie de consommer. Donc, ça pousse des grosses pressions baissières sur les marchés chinois. Maintenant, on va pas se mentir, une pression baissière sur le marché chinois. Les mecs sont nés dans un marché baissier, tu vois. Ils ont vécu, c'est le même avec Batman, quoi. C'est Bane, bah, le marché chinois, il est né dans un marché baissier, tu vois. Donc, on va dire c'est moins problématique, eux, politiquement, d'assumer un marché baissier que les US. Donc, sur cette question-là, on peut potentiellement avoir une pression baissière encore sur les marchés chinois. Même si la Chine dit qu'elle met en place des trucs de stimulation des marchés et tout, je veux dire, c'est bon, on nous l'a sorti, le bazooka, ça fait, on dirait Trump qui tweet avec son Dogecoin, enfin son même coin. On l'a entendu trop de fois, quoi, on n'y croit plus. Donc c'est compliqué, mais donc toujours intéressé par JD Baba. Mais pour le moment, on va dire c'est en stand-by. Quitte à déployer de l'argent, je préfère déployer sur des stock picking que j'ai fait récemment, que ce soit du côté de Amazon ou du côté de Shopify récemment. Et c'est Robinhood aussi que j'ai raté, toujours pareil, hein, c'est extrêmement volatile. Mais Robinhood, ouais, on fait encore une journée à plus 8%. J'avais fait mes 2 entrées là à l'époque. Je voulais en faire encore une autre. Malheureusement, bah, le V-bottom, hein, avec ces coins là où ça fait des V-top, des V-bottom, c'est extrêmement compliqué de rentrer. Et ça n'a pas marché. Le fou. Pourquoi tu achètes des sommets? Le sommet sur Amazon? Merde. Shopify. Shopify, j'ai pas acheté un sommet. Ou alors le sommet, Shopify, je l'ai acheté là en soi. Mais ça dégage. Ça dégage. Parce que je l'avais raté déjà à l'époque à 57. On avait regardé. Mais je sais plus ce qu'on disait. On avait regardé la dernière fois. Mais je vais pas faire tout le topo, hein, mais pour moi, Shopify, de toute façon, j'ai un thread qui va sortir, si j'ai le temps, je le finirai ce soir pour demain, pour expliquer un peu la boîte. Mais pour moi, c'est une boîte super intéressante. Alors attendez, je sais que... comment je peux faire?
pour réfléchir pour mettre pour ceux qui sont intéressés. Donc là, on va partir un peu de stock picking. Hein. Là, c'est pas forcément un truc, mais changer de stream. Tac. Normalement, vous voyez le Excel. Yes. Typiquement, Shopify, c'était pour moi une des sociétés. Hop. Bon, il y a un problème de, je ne sais pas encore résolu, mais on va dire les 2 dernières barres sont toujours les mêmes. Parce que c'est le last 12 months, mais le last 12 months, ça peut être potentiellement l'année 2024. Mais pour moi, c'est une boîte extrêmement intéressante, même si elle est extrêmement volatile en termes de résultats, forcément, parce que ça vient d'être créé extrêmement, ça a été créé récemment. Ça a explosé à partir de 2018-2019, donc c'est une boîte assez récente. Mais le business model me plaît extrêmement bien, qui est de... en fait, le problème de montrer ça, il n'y a pas assez d'historique. Donc, c'est quoi, je vous spoil. On va faire autre chose. Tac. On va changer plutôt. Revenir sur... hop. Yes. Qui est typiquement Shopify. Qu'est-ce que c'est? C'est une SaaS, donc c'est un service. Vous payez par mois la possibilité de créer une boutique en ligne et de host en fait votre boutique en ligne. Donc je sais pas si vous voulez vendre, je sais pas, typiquement Sephora. Donc quand vous achetez sur Sephora en ligne, et ben en fait c'est host sur les boutiques Shopify. Donc c'est l'architecture, l'infrastructure, la façon de designer le site. Ça a été fait grâce au site Shopify, c'est lui l'hébergeur, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est infra du site. Vous, la seule chose que vous faites vous, c'est vous dessinez votre site comme vous le souhaitez. Et derrière, tout ce qui va être commercialisation, tout ce qui va être système de paiement, c'est intégré all-in-one dans justement la plateforme Shopify. Donc je sais pas, vous allez sur n'importe quel signe, je sais pas, Sephora normalement. Je sais pas, il me semble que Sephora c'est le cas. Mais normalement en bas, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas marqué. Mais typiquement, ça peut être un site comme ça. Donc vous dites que c'est Sephora qui a déployé le site et qui tient les serveurs et tout. Mais en fait, c'est un site totalement hébergé sur Shopify. Et qu'est-ce que va faire Shopify? Il va permettre de convertir, de s'assurer de tout ce qui va être achat, tout ce qui va être, je sais pas, typiquement vous avez des codes promo, tout ce qui va être agencement du site, ergonomie, etc. C'est vous qui le déployez tout en no-code, hein, bien sûr. C'est aussi l'intérêt des compagnies. Le SAV, pareil. Ce qui fait que ça donne les clés en main à n'importe quelle personne qui souhaite justement développer une activité, que ce soit un retail, hein, donc vous et moi, ou comme des grosses marques, je sais pas, Gymshark, Reebok, etc., utilisent des sites Shopify. Ça leur permettre de pas du tout déployer, de pas du tout devoir payer des sites, des serveurs, de la sécurité, des traitements de paiement, de l'analytique. Tout est inclus justement dans les services de Shopify. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est payer Shopify et payer un abonnement. Donc, je sais pas, ça va dépendre justement du volume de vente que vous faites. Et d'ailleurs, Shopify, eux, ils vont gagner grâce à l'abonnement et ils vont aussi gagner grâce au service parce que quels services les services de paiement. Typiquement, vous allez passer, je sais pas, vous utilisez carte bleue, PayPal ou autre. Vous allez passer par les systèmes de paiement Shopify que le client ne verra pas, que vous seul verrez. Et Shopify va récupérer justement une partie de ces revenus-là. Ce qui fait que plus il y a de trafic, d'achat et de vente sur des sites Shopify, plus Shopify fait de l'argent. Et donc on peut le voir typiquement, historiquement, que ce soit sur le nombre de vendeurs, donc ça, le nombre de marchands, donc ça c'est le nombre de sites, hein, typiquement, il y a plus de 2 millions de sites marchands. Par ailleurs, Shopify est devenu, je crois, le 4e ou 5e plus gros hébergeur de sites au monde. Le premier étant, il y a tout ce qui est Amazon,
avec AWS, il y a Shopify, il y a, je sais plus, il y a des plus gros sites, mais Shopify est devenu un top. Le code HTML, ouais, on peut voir aussi dans le code HTML. Après, je sais pas si c'est marqué. Non, j'ai pas de match, mais en soi, on s'en fout un peu. Que ce soit le nombre de marchands et typiquement le nombre de clients. Le problème étant, typiquement, là on annonce 875 millions de nombre de clients, mais la réalité c'est que personne ne sait qu'il passe sur un site Shopify, à moins qu'effectivement la personne montre que c'est Shopify. Mais vous pouvez acheter des choses en ligne, vous avez sûrement fait déjà, des achats en ligne, qui sont des sites internet, des boutiques internet qui étaient hébergés à la base, qui sont hébergés à la base sur des Shopify. Donc vous êtes client indirectement. Vous en soi, ça ne vous impacte absolument pas. La boîte va faire de l'argent sur votre compte. Je sais pas, vous dépensez 30 euros. Le commerçant va gagner 29 et quelques parce qu'il y aura les fees. Et les fees, c'est justement ce que va empocher Shopify. Et ça permet justement les vrais clients, ce n'est pas vous, c'est les marchands. Et les marchands, ça leur permet d'avoir une solution clé en main en termes d'infrastructure et d'agencement de leur site. Et forcément, il y a aussi quelque chose, c'est les boutiques avec Shopify Paiement, à savoir vous pouvez acheter sur les cartes Visa, PayPal, etc. sur vos sites de façon traditionnelle, mais si le marchand décide de passer par les paiements par Shopify, qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer, ça va absolument rien changer pour vous, à part que typiquement vous aurez des options en plus, je sais pas, le paiement en un clic. Quand vous allez cliquer sur PayPal, au lieu d'être renvoyé, vous savez, c'est quand vous cliquez sur PayPal ou sur vos sites, c'est renvoyé à votre banque ou autre. Là, typiquement, tout restera en interne, donc c'est beaucoup plus fluide. Et tout ça, ça offre une meilleure conversion pour vous, enfin une meilleure fluidité pour vous, une meilleure conversion pour le marchand. Et ça offre, au lieu que PayPal, Visa touchent leur com, 100% de leur com, ils ont un partenariat, PayPal et Visa avec Shopify, qui est de Shopify récupérer une com aussi, grâce à cette activation-là. Et donc en soi, toutes les parties prenantes y gagnent. Et typiquement, là on peut le voir, donc ça c'est le pourcentage d'activation, on va dire, de Shopify Paiement sur les sur les différentes il y a 62% de boutiques Shopify qui ont justement ce système de paiement activé. Et qui plus est, à l'heure actuelle, il y a plus de 292 milliards de valeur en termes de marchandises qui sont vendues en 2024 sur le site. Donc forcément, plus il y a de marchands, plus il y aura de clients, plus il y aura de marchands qui vont vendre, plus la valeur brute des marchandises vont être vendues, et plus les sites utilisent le système de paiement par Shopify, plus Shopify s'en mettra plein les poches. Donc c'est un peu, on va dire, un peu l'ouroboros, c'est que toutes les parties y gagnent, plus le consommateur, plus l'utilisateur de Shopify engrange de l'argent grâce à sa boutique, plus Shopify engrange de l'argent grâce à son business. Et ça, c'est vraiment bien dans le sens qu'il n'y a personne qui se font, entre guillemets, escroquer. Pour nous, acheteurs lambda sur les sites de boutique, on n'en a rien à foutre, à part une fluidité exceptionnelle. Pour le marchand, il a toute l'infrastructure qui est gérée en back-office du côté de Shopify. Il peut moduler sa boutique comme il le souhaite. Et donc, c'est, on va dire, un coût en moins et une assurance d'un service vraiment propre. Surtout quand vous tradez des volumes comme des millions, je sais pas, vous faites des millions par jour. Vous avez intérêt d'avoir des bons serveurs pour pas vous faire des DOS. Vous avez, je sais pas, une bonne infra pour tous les paiements. Vous avez intérêt à pas avoir de soucis. Et déléguer ça à Shopify, ça permet justement de réduire les coûts, même si potentiellement il va vous prendre un tout petit pourcentage de fee à la fin. Sachant que ce fee-là aura été pris dans tous les cas par Visa, etc., par Visa, PayPal, etc. Donc forcément, 64% c'est les services, donc ça va être tout ce qui va être services de paiement. Et 26% c'est l'abonnement. Même si en soi vous faites pas d'argent encore sur Shopify, vous payez, je sais pas, moi quand j'avais fait à l'époque, je m'étais intéressé,
tu payes 20 € par mois pour maintenir ta boutique en ligne. Donc c'est ça qui passe par abonnement. Et ça, c'est un peu les attentes c'est pas toujours pareil, hein, c'est les attentes en soi, elles vont sûrement être modulées, elles vont être changées. Mais typiquement, on s'attend à une croissance de plus de 40% des free cash flow, hein, donc on va dire de l'argent concret, de 40% en moyenne sur les 5 prochaines années. D'où le fait aussi que Shopify en bourse coûte encore relativement cher, au sens où on paye les 60 fois ses résultats d'entreprise. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Donc c'est un peu le speech que moi m'intéressait énormément, parce que dans tous les cas, je pense que vous êtes aussi vous êtes du même avis, hein, mais on va dire la digitalisation de tout ce qui est commerce explose depuis le Covid et va continuer encore ad vitam aeternam. Et donc avoir un acteur, il y a Amazon qui est un acteur totalement, eux ils ont le site, tout le monde sait quand vous achetez sur Amazon, vous achetez sur le site Amazon. Là à défaut, quand les gens achètent, ils ne savent pas qu'ils passent par Shopify. Et pour autant, Shopify maintenant c'est 20-25% 20-25% des sites d'hébergement, enfin pas des sites, mais des commerces en ligne, c'est build sur Shopify. C'est pas encore le premier je crois que c'est WooCommerce, je ne sais pas, mais je m'étais intéressé. Mais typiquement, dans un monde où justement Shopify commence à gagner beaucoup des parts de marché justement sur les gros acteurs comme WooCommerce, mais si la combinaison augmentation du nombre de gens qui activent le système de paiement sur leur boutique Shopify, là on a à l'heure actuelle on est qu'à 60%, mais si on dit que ça monte à 80-90, plus le fait que l'économie s'effondre pas, hein, ça, je veux dire c'est toujours pareil, hein, si demain on a une récession, forcément ce genre d'activités seront fortement impactées, mais plus les gens vont vendre, plus Shopify pourra s'en mettre dans les poches, et tout ça, le TAM, donc le total addressable market, est monstrueux, parce que le commerce en ligne, je veux dire on n'est qu'au début, et c'est loin le retour aux sources à acheter, on va dire à acheter en faisant les courses comme à l'époque, c'est un peu fini, hein. Et encore maintenant, tout ce qui va être Instagram, TikTok et tout, plus tard on pourra acheter même les sites comme les agents IA, etc. Quand vous allez voir, je sais pas, vous voyez une vidéo, plus tard on aura des agents IA, oh cette blouse, laquelle la mec il porte, Instagram ou je sais pas, TikTok sera en mesure de dire c'est celle-ci, tu peux l'acheter sur ce site-là. Et justement tout ce qui est sur ce site-là, potentiellement ce sera les sites tels que Shopify ou autres. Enfin, en tout cas, l'infrastructure derrière. Donc pour moi, je veux dire, le part de marché des boutiques en ligne ne vont faire que augmenter. Et donc, ça me permet justement d'avoir une pondération sur cette thématique-là. Voilà, je vous ai pas accablé d'explications. Et lui, il me parle, vous avez vu le nouveau Amazon en Inde. Alors lui, la dernière fois, il me parlait d'un nouveau Amazon en Afrique. Maintenant, nouveau Amazon en Inde. Le rapport. Et voilà. 403 requests. Tu n'as pas CloudFront. Allez, ton site chinois de hacker là, c'est mort. Bien tenté. C'est bien, tu regardes le site indien, je clique dessus, hop, 403 erreurs. Allez, super. Heureusement que je suis bullish sur l'Inde. Hein. Exactement, Pio, putain. Allez hop, toi, je te mets modo pour cette blague-là. T'as le droit de ban H. T'as le droit de ban H. Putain. Ah, je suis désolé, hein.
Ça va être mon VPN, mais je t'avoue que j'ai pas envie de montrer mon VPN pendant la vidéo YouTube. On va éviter. Mais ce sera pour la prochaine fois. Mais après, je peux. Attends. Ah non, c'est juste toi qui me donne un truc dégueulasse. Ouais, bah c'est un site. Ok, je connais pas. Il y a une action. Voilà. Oula. Pas encore. Totalement Annabelle. Voilà, merci. Au moins Annabelle suit, tu vois. Je veux dire, les autres me parlent de Inde, Amazon, etc. Je veux dire, au moins quelqu'un qui me donne. Bientôt, on fera un Discord, on fera que avec les gens qui font des remarques pertinentes, en tout cas pertinentes avec le sujet, quoi. Ça évitera que des Nash viennent shield leur même coin. Totalement. C'est d'ailleurs pour ça aussi que ça a été une qui a été le plus impactée à cause des tarifs douaniers, qui est ils ont chuté de moins 45%. Donc, une chute extrêmement forte qui m'a permis d'acheter potentiellement un prix intéressant. Maintenant, dans un monde où les tarifs douaniers continuent d'être implémentés, ce qui est le cas à l'heure actuelle au niveau de la Chine, et le Shopify, des grosses parties des volumes, des marchandises vendues sur la plateforme viennent totalement de Chine. Le dropshipping, je ne sais pas si vous connaissez tous le dropshipping, c'est une grosse part par exemple potentiellement de Shopify, qui est de vendre de vendre directement au consommateur quelque chose que vous achetez sur un site sans faire de stock. Donc je sais pas, le consommateur il vous achète une montre, vous achetez directement la montre en Chine et vous la faites louer directement chez le mec. Et ça, c'est aussi une des grosses. C'est ça qui a fait exploser pendant 2020-2022 Shopify, parce que c'est une des narratives qui a permis à Shopify de faire énormément d'argent. Maintenant, dans un monde où les tarifs douaniers explosent, comme c'est le cas, tous les gens qui faisaient leur dropshipping, potentiellement, ça ne sera absolument plus rentable. Donc, beaucoup moins de valeur de transfert. Beaucoup moins de valeur mobilière vendue sur le site, et donc ça impacte directement le résultat. Parce qu'à la fin c'est ça, c'est plus les Shopify fera de la croissance tant qu'il y a de la croissance sur la valeur mobilière vendue sur le site. Donc c'est totalement un risque, c'est pour ça que j'ai fait une première entrée et que potentiellement, si les tarifs sont continuent d'être implémentés, j'aurai potentiellement une seconde entrée encore plus intéressante. Je suis tout à fait ouvert à cela. Et c'est un vrai risque sur la plateforme parce que ça tue totalement. En fait, Shopify, c'est vraiment, faut le voir comme un site vraiment de mondialisation, de l'échange de valeurs à des coûts extrêmement faibles partout dans le monde. Si maintenant on a des barrières avec les tarifs, on refait du protectionnisme un peu. Forcément des valeurs comme Shopify qui sont plus dans les valeurs totalement pariées sur le libéralisme, elles seront impactées, quoi. Donc ça c'est certain. C'est beaucoup AliExpress, ouais, ça, AliExpress, Alibaba, mais en fait Shopify, typiquement le mec a créé sa boutique sur Shopify, les consommateurs achètent sa boutique et ils voient ou pas que c'est Shopify, soit c'est un détail. Mais derrière, le mec, qui gère sa boutique va acheter sur AliExpress son produit et va le livrer directement chez le mec. Pas encore, mais ça viendra et on achètera comme si tu étais pertinent. Waouh. Ok, Nash. Nous partons en guerre. Ce sera un tarif, ce sera pas juste des tarifs entre nous. Si tu penses que je te snobais avant, tu vas voir ce que le vrai snobbing. Mais oui, c'est totalement possible. Mais d'ailleurs, elle avait beaucoup souffert, elle avait énormément souffert en 2021-2023 parce qu'elle avait explosé avec le commerce mondial et la bourse mondiale. Mais dès qu'il y a eu un ralentissement économique avec potentiellement récession, la valeur a fait moins 80%. Bon, alors à l'époque, elle coûtait quand même, 265 fois ses free cash flow. Maintenant, on est reparti sur un niveau assez
encore élevé, hein. 81, je pense, c'est une des sociétés les plus chères que j'achète à l'heure actuelle. Pour autant, c'est aussi l'une avec le plus gros potentiel de croissance de ses résultats. Bon, pareil, hein, si vous achetez une société super chère alors qu'elle a, je sais pas, j'avais un exemple avec Costco. Costco, c'est du wholesale, hein, donc c'est un Cora américain, bon, qui marche. Tu peux pas rentrer dedans si t'as pas un abonnement, mais c'est un truc qui coûte 60 fois ses résultats. Il grossit à peine. Bon, il a fait un jump de 50%, mais ça grossit à peine de 20 ou 30% 20% par an, quoi. Donc 20% de croissance maximum et payer 60 fois les résultats, ça je trouve ça abusé. Payer 60 mais avoir 40% de croissance, là, je trouve ça beaucoup moins abusé. On avait entendu la même chose pour Adobe. Ah, Adobe, j'ai pas mis les pieds dedans. Pas Adobe, j'avais acheté en bas et j'avais revendu en haut, hein. Et maintenant, je sais pas si je rachète ou je renvoie en bas, hein. Chez Adobe, j'avais fait quoi? J'avais vendu ici, on avait revendu là, un truc comme ça, hein. Je sais plus. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je suis pas le premier à sauter sur Adobe, hein. C'est pas... Pardon. Enfin, voilà. Des questions, des remarques. 1h30 de live, c'est solide. Je peux faire Pierre Chartier pendant encore un peu de temps, mais bon. Et voilà. Il retire ses traces, comme d'habitude. On perd en alpha avec le temps. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les mots sont durs. Bon, déjà, j'ai coupé le live YouTube. Donc, merci à tous ceux qui ont écouté le live YouTube. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont arrivés jusqu'à la toute fin. Mais n'hésitez pas à venir directement sur le Discord pour ceux qui n'y sont pas. Et sinon, on se redit normalement semaine prochaine. Tchuss!